Comme disait Claude Lévi-Strauss, anthropologue français, le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une invitation que d'un simple cours. Ce que je vous propose, c'est de sortir de nos sentiers battus. Bien entendu, nous n'allons pas entrer dans les détails techniques, nous ne sommes pas astrophysiciens ni cosmologues. Néanmoins, l'idée est de prendre du recul vis-à-vis de ce sujet et de penser avant tout en tant que vivant. Deux principaux thèmes domineront le cours, à savoir les univers multiples et la vie extraterrestre. Alors entre légendes et théories, nous allons tenter d'en élucider les mystères et interrogations. Commençons sans plus attendre d'ailleurs par le sujet du multivers. Alors, l'idée d'un univers multiple n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, certains chercheurs, et penseurs d'ailleurs, ont travaillé sur ce sujet. L'éventualité d'un multivers a stimulé bon nombre d'idéologues qui pourtant ne se sont jamais rencontrés. Ce concept imaginaire n'est donc pas endémique d'une région en particulier, mais bien universel. Afin d'en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à prendre connaissance du livre des univers multiples, écrit par Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe français. Je vais citer d'ailleurs quelques passages de ce livre dans ce cours. Naturellement, la question de la scientificité d'une démarche requiert une définition de ce qu'est la science. Et il est facile de se convaincre qu'aucune définition n'est possible, ni même souhaitable. La science est infiniment ramifiée et hybridée par ses multiples modes d'être et ses frictions avec les autres postures créatrices ou observatrices. La science est donc une pratique dynamique et toujours en porte-à-faux par rapport à ses propres principes. Supposons pourtant que la méthode scientifique soit définie de la manière suggérée par le critère de réfutabilité du philosophe Karl Popper. Selon celui-ci, une démarche est scientifique s'il est possible de la mettre en défaut, s'il est envisageable de démontrer qu'elle est fausse. En effet, il est impossible de prouver que les lois de la physique quantique ou de tout autre modèle sont justes, puisque rien n'interdit de craindre que certains phénomènes non encore observés ne les suivent pas. En revanche, trouver une seule expérience les mettant en défaut suffit à faire s'effondrer l'édifice. La théorie quantique est donc clairement réfutable. Il s'agit bien d'une proposition de nature, disons, scientifique, au sens de Popper. En fait, il serait aisé de montrer que ce critère est bien trop rigide et bien trop caricatural pour cerner la complexité de la démarche scientifique. Mais considérons-le en première approximation comme pertinent et tentons de comprendre si oui ou non le multivers est scientifique en ce sens précis. Alors, il nous dit que la réponse est à son sens positive. Et raison fort simple, le multivers n'est pas un modèle. Il est au contraire une des conséquences de certains modèles. En l'occurrence, les modèles sont la relativité générale, la physique quantique, la théorie des cordes, et j'en passe. Le concept de multivers a également traversé les âges, puisque même durant l'Antiquité, ce sujet faisait sens. Anaximandre, philosophe présocratique, peut être considéré comme l'un des pères de la notion de monde multiple. Il invente la pluralité des mondes en supposant qu'ils apparaissent et disparaissent, que certains émergent quand d'autres périssent. Ce mouvement est pour lui nécessairement éternel car, écrivait Simplicius, sans mouvement, il ne peut y avoir ni génération ni destruction. Anaximandre clamait d'ailleurs que le principe des êtres émane de l'infini, duquel proviennent les cieux,
et les mondes. Et Cicéron lui-même spécifie en outre que le philosophe associait des dieux différents aux mondes innombrables qui se succèdent. La cosmologie d'Anaximandre marque une rupture par rapport à celle de ses prédécesseurs, tant dans ce qu'elle énonce que par ce sur quoi elle se fonde. Elle s'organise d'ailleurs dans une sorte de tension définitoire entre le principe de l'illimité, la structure des objets constituant le monde et le caractère du monde lui-même en tant que système astral. Alors Anaximandre impose à la nature de n'avoir aucun droit à l'immortalité et à l'unicité. Au croisement de l'empirie et de la pensée transcendantale, le concept de monde multiple apparaît en quelque sorte ici par défaut. La finitude du monde, limité en qualité, en espace et en temps, impose de sa corruption. Il est donc périssable parce que limité. Anaximandre, que certains comme le physicien Carlo Rovelli considèrent comme le précurseur de la physique moderne, crée la pluralité des mondes dans un strict désir de cohérence interne et d'intelligibilité. Plus tard, évidemment, la question se pose également chez les atomistes, chez Démocrite par exemple, comme chez Épicure. Les atomes ne sont pas seuls en nombre illimité, mais les mondes semblent l'être aussi. Univers s'écrit au pluriel. Les mondes peuvent naître et mourir. Mais ici, la multiplicité se diffracte. La multiplicité des effets, soit des mondes et agencements atomiques, n'est possible que si l'on pose une multiplicité des principes. Il convient néanmoins de considérer avec prudence cette notion d'infini. Lorsque Démocrite écrit que le nombre de formes atomiques est limité, cela signifie strictement qu'il est rigoureusement infini au dénombrement ou de la numération. Alors, le terme est que chez Anaximandre, elle peut se traduire par indéfini autant que par illimité. La nature s'invite dans une sorte de contingence structurelle au sein même de ce mécanisme déployé. D'ailleurs, l'approche d'Épicure, tout en se fondant sur la physique démocritaine, entreprend de la refonder radicalement. Épicure limite les formes atomiques et Lucrèce, son disciple latin, écrit explicitement que les formes de la matière ne doivent pas non plus varier à l'infini. Et c'est précisément ce refus de l'illimité qui impose une pensée de la limite magnifiquement incarnée par l'image de la déclinaison. Et cet écart des particules à leur trajectoire ouvre ce que Lucrèce nomme un principe d'indétermination. Alors l'extrême liberté des atomistes grecs ne pouvait pas convenir au grand système du Moyen-Âge. Autrement dit, la pluralité des mondes grecs était toujours, et d'une manière ou d'une autre, associée à un refus du finalisme. Ce que souligne, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. C'est pourquoi ceux-là seuls ont pu admettre une pluralité des mondes qui n'assignait pas pour cause à ce monde-ci une sagesse ordinatrice, mais le hasard. Ainsi, Démocrite disait que la rencontre des atomes met une infinité d'autres. La solution de saint Thomas, pour qui tout ça rime nécessairement à un principe unificateur et organisateur, est connue. La raison pour laquelle le monde est unique, c'est que toutes choses doivent être ordonnées à un but unique selon un ordre unique. Et Platon prouve l'unicité du monde par l'unité de l'exemplaire dont il est l'usage. Autrement dit, l'unicité du monde découle de sa finalité. Le système théologique ferme les portes ouvertes par les libres penseurs grecs.
D'ailleurs, la Renaissance voit à nouveau fleurir les mondes multiples. Nicolas de Cus, contemporain de la redécouverte de Lucrèce, pose dans sa Docte ignorance publiée en 1440 les fondements d'une cosmologie post-médiévale empruntant à Empédocle, philosophe et médecin grec du 5e siècle avant JC, l'image d'un univers qui a son centre partout et sa circonférence nulle part. De façon remarquable, il envisage une pluralité de mondes dont les habitants se distingueraient par leur caractère propre. Nous soupçonnons que les habitants du Soleil sont plus solaires, éclairés, plus illuminés et intellectuels. Nous les supposons d'ailleurs plus spirituels que ceux qui se rencontrent sur la Lune et qui sont plus lunatiques. Sur la Terre, enfin, ils sont plus matériels et plus grossiers. Il en est semblablement des régions des autres étoiles, car aucune d'elles, pensons-nous, n'est privée d'habitants. Nicolas de Cus ouvre une brèche vers la pluralité dans laquelle s'engouffrera Giordano Bruno, philosophe italien, mort brûlé vif en 1600. Fais-nous encore connaître ce qu'est vraiment le ciel, ce que sont les planètes et tous les astres, comment les mondes infinis sont distincts les uns des autres, comment tel effet infini n'est pas impossible, mais nécessaire. Apporte-nous la connaissance de l'univers infini, déchire les surfaces concaves et convexes qui terminent au-dedans et au-dehors tant d'éléments et de cieux, jette le ridicule sur les orbes déférentes et les étoiles fixes. Brise et jette à terre dans le grondement et le tourbillon de tes arguments vigoureux, ce que le peuple aveugle considère comme les murailles adamantines du premier mobile et du dernier convexe. Que soit détruite la position centrale accordée en propre et uniquement à cette terre. Donne-nous la science de l'équivalence de la composition de notre astre et monde avec celle de tous les astres et mondes. Montre que la circonstance des autres mondes dans l'éther est pareille à celle de celui-ci. On ne s'y trompe pas. Bruno ne se contente pas d'arguer contre le géocentrisme, c'est toute l'armature conceptuelle du cosmocentrisme qui est patiemment mise à mal. Tout en maintenant la distinction entre Dieu et univers, Bruno élimine la transcendance en considérant l'un et l'autre comme deux faces internes d'une même réalité qui ne saurait exister séparément. D'ailleurs, son frère de cœur, François Rabelais, propose des univers multiples en un sens finalement très différent, bien qu'indéfectiblement liés. Il mentionne explicitement l'existence de plusieurs mondes. Suivant le cycle du temps, il tomberait des vérités dans les mondes disposés selon une structure, disons, triangulaire autour du cercle des idées platoniciennes. Les mondes de Rabelais ne sont pas autre part, comme chez Bruno. Ils sont sous et dans le nôtre, à l'image des oiseaux qui volent dans la bouche de Pantagruel. Bruno est dans le langage vernaculaire de la philosophie. Il cherche une cohérence logique et une vision hostile, c'est-à-dire globale et exhaustive. Rabelais, quant à lui, est dans la narration de la nature et l'auto-exégèse de sa propre narration. Il s'interprète lui-même autant qu'il interprète le monde. À l'âge classique, Gottfried Wilhelm peut naturellement être considéré comme le grand inventeur des mondes multiples, au sens radical du terme. Comme l'a longuement souligné Gilles Deleuze, il est le théoricien de l'ordre de toutes les ramifications possibles du concept. Même paradoxalement, pour que cet ordre implacable fonctionne, il faut inventer des concepts enchevêlés dans une création continue, presque frénétique. Alors les concepts fleurissent chez lui quand il décrète que notre monde est le meilleur parmi une très grande quantité, voire une infinité d'autres. Il ne faut pas omettre que tous présentent une parfaite cohérence interne. Mais ces univers n'ont pas d'existence réelle. Ce sont des mondes logiquement possibles que Dieu lui-même
subordonnée à la raison, puisque c'est une condition, disons, nécessaire à l'absoluté de la liberté, qu'il aurait pu créer, mais qu'il a librement choisi de ne pas créer. Il est très clair là-dessus, il évoque le fait qu'il appelle monde toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, afin qu'on ne dise pas que plusieurs mondes pouvaient exister en différents temps et en différents lieux, car il faudrait compter tous ensemble pour un monde, et si vous voulez, pour un univers. Voilà, pour résumer, sa pensée. Alors, en philosophie analytique contemporaine, David Lewis propose une architecture très différente des mondes multiples. La question essentielle de l'existence effective de ces mondes possibles, Lewis répond positivement de façon non ambiguë. C'est la thèse centrale du réalisme modal qu'il dessine ici. Et il ne se fonde pas sur l'astrophysique, mais sur le langage. Le monde que nous habitons, le cosmos tout entier, n'est qu'un monde parmi une pluralité d'autres, qui sont ici spatialement et causalement décorrélés les uns des autres. Tout ce qui aurait pu se produire dans notre monde se produit réellement dans un ou plusieurs des autres mondes. Dans certains mondes, Nietzsche ne renie pas Wagner et s'enthousiasme pour Socrate. D'autres, Platon, chantent les louanges des harmonies complexes de la flûte ou de la cithare et invitent les artistes à prendre le pouvoir dans la cité. Tout ce que nous aurions pu faire dans ce monde, mais n'avons pas fait, est effectué par l'une de nos contreparties dans un autre monde. L'histoire de cette contrepartie coïncidait jusqu'alors avec la nôtre et s'en est écartée dès lors que l'un de ces éléments de réalité diffère du nôtre. Suivant le réalisme modal, l'actuel et le possible ne présentent pas de différence. Alors il s'agit moins pour lui de convaincre que de proposer une véritable métaphysique modale. Pourquoi faut-il croire à la pluralité des mondes? Lewis fonde son argumentaire sur la structure du langage ordinaire. Autrement dit, il s'attache à rechercher ce à quoi on peut référer une expression comme les façons dont les choses auraient pu se passer, pour montrer qu'il ne peut s'agir que de mondes possibles. Face aux objections de certains de ses contemporains, montrant qu'en fait ces structures linguistiques renvoient plus probablement à des concepts, disons, abstraits, Lewis a abandonné ses tentatives de justification pour se concentrer sur une approche systématique et presque systémique du problème. La cohérence d'une telle démarche repose sur la construction d'une théorie totale, c'est-à-dire d'une étude de l'ensemble de ce que l'on considère comme vrai. D'un point de vue technique, l'intérêt de l'hypothèse des mondes possibles tient à ce qu'il constitue un moyen de réduire la diversité des notions qui doivent être considérées comme primitives. La vérité dans le langage, il devient plus simple à définir et à appréhender, ce qui autorise d'ailleurs une large économie conceptuelle et renforce l'unité globale de la théorie autant que de sa robustesse. D'ailleurs, Lewis considère que ces mondes pluriels sont un paradis pour les philosophes, au même titre que les classes sont un paradis pour les mathématiciens. Naturellement, Lewis, pour qui l'utilité de cette diversité est l'argument central, est conscient que celle-ci n'est pas un critère suffisant pour en asseoir la légitimité, qu'une idée soit pratique ne suffit pas à la rendre vraie. C'est pourquoi, sur une analyse des coûts et bénéfices du concept de monde pluriel, qu'il entend fonder l'essentiel de sa démonstration. Mais il faut savoir que les mondes de Lewis sont abondants, c'est une caractéristique fondamentale. Il ne doit pas y avoir de vide dans l'espace logique, de façon que tous les possibles envisageables soient effectivement réalisés quelque part. Lewis développe un rigoureux principe de recombinaison permettant de créer des mondes
Il s'agit essentiellement par là de s'assurer d'une profusion de mondes suffisante pour combler le réquisite du complétude du système. Alors, de nombreuses objections du réalisme modal ont été naturellement proposées. Elles sont de nature linguistique, épistémique, éthique et même intuitive. Pour chacune d'elles, Lewis offre des solutions détaillées et plausibles, mais force est de constater que la thèse centrale du réalisme modal n'a pas été largement acceptée, en proposant que la réalité soit une notion indexicale, c'est-à-dire qu'elle doit être adossée aux situations locales qui la produisent. Lewis ouvre pourtant une voie singulière, extrêmement féconde, pour fonder un paradigme logique et philosophique propice à la description des multivers physiques. Alors Nelson Goodman, enfin, propose des mondes multiples, en un sens très différent, et peut-être plus encore. Inspiré tout à la fois par le philosophe allemand néo-kantien Ernest Cassirer et par William James, il s'intéresse à nos capacités de création de mondes par l'usage de symboles. Goodman montre que nos manières de décrire le réel sont plutôt des manières de créer des mondes. Et parce que ces manières sont nombreuses, et souvent incompatibles, les mondes sont eux aussi abondants et irréductibles les uns des autres. Le rôle de réductibilité est essentiel dans son approche. Il s'agit de comprendre que les mondes de la littérature ou des arts plastiques, par exemple, ne peuvent se réduire aux mathématiques ou à la biologie moléculaire. Ils ne le peuvent ni en fait ni en droit. Nos manières de penser le réel sont si diverses, au moment exclusives les unes des autres, que supposer l'existence sous-jacente d'un monde unique ne fait plus sens. Mieux vaut considérer des mondes multiples créés par nos usages symboliques. Venons-en maintenant à Everett. Everett et ses univers multiples. Il faut savoir que dans les années 1950, un jeune étudiant de l'université de Princeton, soit Hugh Everett, eut l'intuition que la physique quantique pouvait bouleverser le concept de monde. Cette science est aussi intéressante en ceci qu'elle exige un engagement interprétatif, n'en déplaise à ceux qui souhaitent en tenir au strict calcul. Pour que le monde fasse sens, il ne suffit pas de disposer d'une théorie physique, encore faut-il la déchiffrer. C'est par cette interprétation qui effraie et dérange parfois que se révèle un étonnant nouveau multivers. Les embranchements en univers parallèles. Alors l'interprétation d'Everett n'est pas la seule et n'est pas consensuelle. Mais force est de constater que 60 ans après avoir été proposée, elle demeure toujours très discutée et semble même rallier à sa cause un nombre de plus en plus important de théoriciens. Alors, paradoxalement, le défi d'Everett consiste en fait à tenter de se passer autant que possible d'interprétations lourdes et conceptuellement coûteuses et de faire confiance aux mathématiques de la physique quantique. Alors elle est exotique dans ses conséquences, mais certainement pas dans ses hypothèses. Alors, si par malheur, nous avions la technologie pour voyager entre ces univers multiples, et je dis bien par malheur, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. J'espère que nous serions dans une démarche de curiosité. L'objectif de ces expéditions devrait davantage être lié à l'exploration plutôt qu'à la colonisation. Faisons preuve d'intelligence et inspirons-nous de ceux qui consacrent leur temps à la recherche de nouvelles constellations plutôt qu'à ceux qui mettent des bagnoles en orbite. À bon entendeur. Évidemment, l'exploration de mondes parallèles pourrait
bien sûr, nous réserver des surprises. Que ce soit par la découverte d'une humanité très différente de la nôtre, voire d'un univers dépourvu d'espèces humaines et peuplé par des êtres d'un autre monde. Alors, il est évident qu'en tant que naturaliste, l'idée de la vie extérieure à notre planète me stimule. C'est la raison pour laquelle nous allons aborder le deuxième thème de ce cours, à savoir l'ufologie. Alors, au même titre que le multivers, l'éventualité d'un voisin cosmique hante les esprits depuis des millénaires. Certains parmi nous étudient l'ufologie, une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter des données se rapportant au phénomène d'objets volants non identifiés, tels que des témoignages, des photographies ou bien des traces au sol. Notre pop culture en a même subi les frais. En effet, depuis plus de 40 ans maintenant, nous avons été gavés de romans fantastiques et de films de science-fiction sur les extraterrestres. Souvent anthropoïdes, parfois protéiformes, ces individus sont généralement responsables d'un monde dystopique. Alors, prenons un peu de hauteur, voulez-vous. Nous habitons une planète, parmi tant d'autres, dans un système solaire. Ce système solaire est présent dans un univers qui lui-même est rempli d'astres. D'ailleurs, les astres qui composent notre système solaire sont dérisoires face à la hiérarchie stellaire. Au vu de la taille de l'univers, nous avons créé une unité de mesure. Alors, certains d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler, puisqu'elle est basée sur la vitesse de la lumière. Il s'agit d'une année-lumière. Alors, une année-lumière correspond à une distance parcourue pendant un an par une particule de lumière, autrement dit 10 000 milliards de kilomètres, sachant que l'univers mesure 80 milliards d'années-lumière. De plus, une seule galaxie, je dis bien une seule galaxie, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et les galaxies, quant à elles, sont innombrables. Pour l'ensemble de l'univers visible, cela représente 400 sextillions d'étoiles. En moyenne, il y a une planète par étoile dans l'univers. Ainsi, il y aurait plus de 100 milliards de planètes rien que dans la Voie lactée. Et autant dans chacune des centaines de milliards d'autres galaxies. Avec une telle diversité et abondance de planètes, comment la vie n'aurait-elle pu se développer qu'une unique fois? Même avec des probabilités d'apparition extrêmement faibles, l'univers foisonne probablement de vie. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage d'informations concernant notre place dans l'univers, je vous invite à prendre connaissance du documentaire d'Arte qui s'intitule « Une espèce à part ». Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Alors d'après les différentes enquêtes que j'ai pu mener grâce à des archives rendues publiques, des livres sur le sujet et des séries documentaires telles que Close Encounters, publiées en 2014 et 2015, je me suis aperçu que les observations qui revenaient le plus souvent étaient des objets volants de forme triangulaire ou ovoïdale, des objets qui s'apparenteraient à des véhicules volants sans réacteur ayant la capacité d'être en vol stationnaire, soit suspendus au-dessus du vide, comme s'il y avait une force magnétique qui le maintenait en l'air. L'apparition de clignotements de lumière sur les appareils non identifiés, parfois l'existence d'une cabine, observation de Hublot, et une accélération ainsi qu'une vitesse tellement impressionnante qu'on a l'impression que l'appareil s'est volatilisé. Alors évidemment, de nombreuses théories émergent suite à ce genre de témoignages. Libre à vous d'analyser ces témoignages et de les considérer comme crédibles ou débiles. Sachez par ailleurs que sur la toile, de nombreuses théories découlent de ces témoignages. Serait-ce de véritables témoignages, des hallucinations ou bien des mensonges? Pour ma part, je reste évidemment sceptique à l'idée que l'entièreté de ces phénomènes soit
relégués au rang des mythes et légendes, au même titre qu'ils soient considérés comme vérité absolue. Alors, certains ne me laissent pas indifférent, tandis que d'autres m'amènent à une théorie quelque peu partagée. Cette théorie, c'est la suivante. Il s'avère que la grande majorité des témoignages ont été réalisés entre 1950 et 1990, soit durant la guerre froide. À cette époque, la menace existentielle qu'une guerre puisse à nouveau éclater en inquiétait plus d'un. Les deux superpuissances du monde ne cessaient de développer de nouvelles technologies. Évidemment, l'espionnage et les projets scientifiques étaient encore plus secrets qu'ils ne le sont aujourd'hui. Peut-être que dans ces observations, certains ne voyaient pas un appareil extraterrestre, mais plutôt des objets volants en phase de développement et maintenus secrets par le gouvernement suite aux circonstances géopolitiques de l'époque. C'est pas impossible. De toute manière, qu'il s'agisse d'expériences scientifiques, d'observations factuelles ou bien d'hallucinations, ce sujet ne nous laisse pas indifférents. Vous savez, depuis la naissance des premières grandes civilisations, l'existence des autres univers nous intrigue. Les habitants de ces autres mondes nous questionnent d'autant plus. Alors, entre théorie et témoignage, la curiosité est au rendez-vous. Allons-nous un jour mettre le doigt sur une information factuelle qui viendrait confirmer une ou plusieurs de nos suppositions? Pour le moment, il s'agit seulement de concepts imaginaires et d'expériences de pensée. Mais dois-je vous rappeler que les plus grandes découvertes idéologiques ont été réalisées par des explorateurs égarés dans leurs pensées?